Savais-tu que près de 15% des personnes présentent des traits de pervers narcissiques ou de manipulateurs selon les dernières recherches en psychologie? Cela veut dire que presque une personne sur 6 que tu croises pourrait te plonger dans une relation toxique sans que tu t'en rendes compte. Peut-être que ça t'est déjà arrivé, dans un couple toxique, avec un ami, ou même dans ta famille. Et ce n'est pas tout. Une autre étude révèle que les victimes de manipulateurs mettent en moyenne 7 ans avant de comprendre qu'elles sont piégées dans une relation toxique. 7 ans à douter d'elles-mêmes, à se justifier, à s'épuiser, pendant que l'autre se nourrit de leur énergie. Alors la vraie question, c'est, comment briser ce cercle? Comment reprendre ton pouvoir face à un pervers narcissique qui croit te contrôler? C'est ce que je vais t'expliquer tout de suite. Si ce que je vais dire te parle, même un peu, fais-moi un signe, like la vidéo, partage, écris merci en commentaire, ou abonne-toi. Ça change tout pour la suite. Carl Jung disait que chacun de nous porte une ombre, cette partie obscure que nous refusons de voir. Freud, lui, expliquait que nos désirs refoulés, nos blessures d'enfance, finissent toujours par ressortir sous une autre forme. Et les stoïciens comme Marc Aurèle nous rappelaient que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler l'autre, mais de se contrôler soi-même. Alors pourquoi commencer ici, avec ces voix si différentes, pour parler du narcissisme? Parce que c'est à la croisée de ces regards que l'on comprend enfin pourquoi le narcissique agit comme il agit, et surtout, comment il finit par se détruire lui-même. Les chiffres sont parlants. Selon l'American Psychiatric Association, environ 1% de la population souffre d'un trouble narcissique de la personnalité, mais si l'on inclut les comportements narcissiques sans diagnostic, certains chercheurs parlent de 10 à 15%. C'est énorme. Cela veut dire que tu as déjà croisé un narcissique. Peut-être dans ton couple, peut-être dans ta famille, peut-être même dans ton travail. Et si tu es ici, c'est sans doute parce que tu sens ce malaise, ce poids, cette impression de toujours donner, mais de ne jamais recevoir. Freud voyait dans le narcissisme une fixation sur soi-même, une incapacité à aimer l'autre pour autre chose que le reflet de son propre ego. Mais Jung allait plus loin. Pour lui, le narcissique est prisonnier de son ombre. Il ne supporte pas l'idée de se confronter à ses failles, alors il projette sur toi ce qu'il refuse de voir en lui. Tu deviens le miroir déformant de son chaos intérieur. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu entres dans ce jeu. Tu commences à douter de toi, à chercher son approbation, à craindre son rejet. Voilà le piège. Les stoïciens l'avaient déjà compris, bien avant que la psychologie moderne ne mette des mots dessus. Sénèque écrivait, « Celui qui te met en colère te domine ». Le narcissique vit de ça. Il vit de tes réactions. Il vit de ton énergie. Et chaque fois que tu réponds à sa provocation, chaque fois que tu t'expliques, que tu te justifies, tu l'alimentes. Mais si tu retires cette énergie, que se passe-t-il? Jung te répondrait que l'ombre non intégrée devient destructrice pour celui qui la porte. Le narcissique, privé de son miroir, finit par se confronter à ce vide abyssal qu'il fuit depuis toujours. Ce qui est fascinant, c'est que la neuroscience confirme ce que ses penseurs pressentaient. Des études d'imagerie cérébrale montrent que les narcissiques ont une activité réduite dans certaines zones liées à l'empathie. Ils ne ressentent pas les émotions des autres de la même manière. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils sont invincibles. Cela veut dire qu'ils sont dépendants. Dépendants de l'attention, des regards, des émotions des autres. Et cette dépendance est leur faiblesse. Toi, tu crois parfois que c'est toi le problème. Que si tu étais plus gentil, plus patient, plus compréhensif, il changerait. Mais non. Jung disait, celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ce que tu vis avec un narcissique n'est pas un accident. C'est une leçon. Une invitation à te tourner vers l'intérieur, à comprendre que son chaos n'est pas le tien. Marc Aurèle, dans ses méditations, écrivait qu'il n'y a pas de plus grande liberté que de ne pas dépendre des opinions extérieures. Or le narcissique te fait croire que tu dépends de lui, que ton identité est en jeu. Mais en réalité, c'est lui qui dépend de toi. On pourrait croire que c'est une bataille perdue d'avance. Mais regarde l'histoire. Des figures publiques connues pour leur narcissisme se sont souvent effondrées quand l'attention s'est détournée d'elles. Leur chute est toujours brutale, parce qu'ils n'ont jamais construit d'équilibre intérieur. Tout reposait sur le regard des autres. Et toi, en comprenant ça, tu tiens déjà une clé. Tu comprends que tu n'as pas à le changer, tu as juste à lui retirer ton rôle dans sa pièce de théâtre. Alors pose-toi cette question, et si ce que tu perçois comme une faiblesse, ta sensibilité, ton désir d'harmonie, était en fait ta plus grande force? Jung disait que l'or est toujours caché dans l'ombre. Et dans cette confrontation douloureuse avec le narcissique, il y a un trésor. Le trésor de ta propre transformation. Freud, Jung, Sénèque, Marc Aurèle, tous t'auraient dit la même chose. Ce n'est pas le narcissique qui détient le pouvoir,
c'est toi, dès que tu comprends son mécanisme. Avant de passer à la suite, prends un instant pour laisser un like et t'abonner pour rejoindre nos membres. Aussi, si tu connais quelqu'un dans le besoin, tu peux l'aider en partageant cette vidéo. Merci pour lui ou elle. Maintenant, on continue. Tu l'as sûrement remarqué, le narcissique brille quand tu le regardes, mais il s'éteint dès que tu détournes les yeux. Il a besoin de toi comme il a besoin d'air. Sans ton énergie, sans ton attention, il suffoque. Carl Jung disait, la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Mais avec un narcissique, il n'y a qu'une illusion de transformation. Lui ne change pas. Il se nourrit. Il te vide. Et toi, tu commences à t'affaiblir. Regarde les chiffres. Une étude publiée dans Personality and Individual Difference montre que les personnes narcissiques ont un besoin constant de validation, avec une corrélation très élevée entre leur estime d'eux-mêmes et l'attention qu'ils reçoivent. C'est une dépendance réelle, comparable à une addiction. Comme l'alcoolique sans son verre ou le joueur sans sa mise, le narcissique entre en manque dès qu'il n'a plus ton regard, ton émotion, ton énergie. Et c'est là sa plus grande faiblesse. Freud l'avait déjà pressenti, derrière le masque de toute puissance se cache une fragilité infantile. Le narcissique reste un enfant qui n'a jamais appris à s'aimer autrement que par le reflet des autres. Mais toi, tu es devenu ce miroir. Tu le rassures quand tu l'admires. Tu le renforces quand tu t'énerves. Tu l'alimentes même quand tu te justifies. Chaque mot que tu lui donnes, chaque larme que tu verses, chaque colère que tu exprimes, c'est de l'oxygène pour lui. Alors comment couper cette source? Sénèque écrivait, « Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. » C'est exactement ce que fait le narcissique. Il te fait croire que tu ne peux pas exister sans lui. Mais en vérité, c'est lui qui ne peut pas exister sans toi. La première étape, c'est de prendre conscience de ce déséquilibre. Tu n'es pas le dépendant. C'est lui. Tu n'es pas celui qui cherche son oxygène. C'est lui. Et dès que tu le comprends, la peur change de camp. Mais attention, couper l'oxygène ne veut pas dire fuir ou disparaître. Parfois tu ne peux pas, surtout si c'est un parent, un collègue, un partenaire de longue date. La stratégie, alors, c'est l'indifférence contrôlée. Les psychologues appellent ça le Tegray Rock, la technique de la pierre grise. Tu deviens neutre. Tu n'offres plus de réactions émotionnelles. Pas de colère, pas de justification, pas de défense. Juste une neutralité calme, presque ennuyeuse. Et là, le narcissique se retrouve face à un mur. Il ne peut plus se nourrir de toi. Les neurosciences confirment que cette coupure est redoutable. Des études montrent que le cerveau du narcissique réagit fortement aux signes d'attention, mais qu'en l'absence de ces signaux, son niveau de stress augmente rapidement. Cela veut dire que ton silence, ton calme, ton détachement, sont comme un poison lent pour lui. Plus tu retires ton énergie, plus il suffoque. Et pourtant, tu doutes encore. Tu te dis que tu n'as pas la force, que tu seras accusé de froideur, que tu n'es pas, toi, en agissant ainsi. C'est normal. Jung disait, ce à quoi tu résistes persiste. Alors au lieu de résister, tu observes. Tu comprends son mécanisme. Tu arrêtes de t'y laisser prendre. Tu n'es plus la proie qui réagit, tu deviens l'observateur qui choisit. Marc Aurèle ajoutait, si tu es affligé par une chose extérieure, ce n'est pas elle qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. Voilà la clé. Le narcissique n'a aucun pouvoir si tu changes ton jugement, si tu refuses d'alimenter son théâtre. Tu deviens libre au moment précis où tu arrêtes de jouer ton rôle dans son scénario. Et ce que tu ressens comme une perte en moins d'échanges, moins d'émotions, moins de drame est en réalité une libération. Alors imagine la scène. Tu ne réagis plus. Tu restes calme. Tu observes. Le narcissique parle, provoque, tente encore. Mais son masque tremble. Sa colère monte. Parce qu'il sent, au fond, que son monde s'écroule sans toi. Et toi, pour la première fois, tu respires sans lui. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as simplement cessé de donner ce qu'il attendait. Et c'est là, précisément, que le processus de son autodestruction commence. Tu t'es déjà demandé pourquoi, même en sachant qu'il te manipule, tu retombes toujours dans le piège? Pourquoi, malgré ta lucidité, tu ressens cette dépendance, ce besoin de prouver, d'expliquer, de convaincre? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse de caractère. C'est une mécanique cérébrale. Le narcissique connaît, souvent inconsciemment, les leviers qui contrôlent ton esprit. Les neurosciences l'ont prouvé. Une étude de l'université de Harvard a montré que l'incertitude émotionnelle active les mêmes circuits cérébraux que l'addiction au jeu d'argent. Quand tu attends une récompense incertaine, une attention, une validation, un compliment, ton cerveau libère de la dopamine.
C'est le même mécanisme qu'un joueur de casino qui tire la manette d'une machine à sous. Parfois il gagne, parfois non, et c'est précisément cette imprévisibilité qui le rend accro. Le narcissique utilise ça contre toi. Il alterne les phases d'idéalisation et de dévalorisation. Un jour il te couvre d'attention, le lendemain il t'ignore ou te critique. Et toi, tu attends le prochain moment de reconnaissance comme une dose indispensable. Freud parlait de « compulsion de répétition », cette tendance à revivre encore et encore les mêmes schémas douloureux dans l'espoir de les réparer. Le narcissique incarne ce piège. Tu crois que, cette fois, si tu fais un effort, si tu changes ton attitude, il sera enfin satisfait. Mais ce moment n'arrive jamais. Et pendant ce temps, tu t'épuises. Jung, lui, avait une autre lecture. Pour lui, ce jeu est la rencontre entre ton conscient et son ombre. Le narcissique projette ses blessures, et toi, tu projettes tes désirs de reconnaissance. C'est un accord inconscient. Tu cherches une validation, lui cherche un miroir. Le piège fonctionne parce qu'il touche ta peur la plus intime, ne pas être assez, ne pas être aimé pour ce que tu es. Et c'est là que les stoïciens nous apportent une arme. Épictète disait, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Le narcissique joue avec ton jugement. Il te fait croire que son silence prouve ton manque de valeur, que sa critique reflète une vérité. Mais en réalité, ce ne sont que des stratégies pour t'emprisonner dans son monde. Dès que tu changes ton jugement, dès que tu vois ses gestes comme des outils de manipulation et non comme une vérité sur toi, la chaîne commence à se briser. Des psychologues modernes, comme le docteur Ramani Durvasula, expliquent que le narcissique manipule par ce qu'on appelle le gaslighting. C'est ce moment où il te fait douter de ta mémoire, de tes perceptions, parfois même de ta santé mentale. Et ça marche, parce que ton cerveau, face à un doute, préfère souvent croire l'autre plutôt que de rester dans l'incertitude. Mais rappelle-toi les chiffres, selon une enquête du National Domestic Violence Hotline, plus de 74% des victimes de manipulation psychologique disent avoir fini par croire que leur perception était fausse. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est la preuve que le piège est conçu pour tromper ton esprit. Alors, comment s'en libérer? La première étape, c'est de comprendre que ton cerveau n'est pas ton ennemi, mais qu'il a besoin d'un nouveau cadre. La méditation, par exemple, a montré une réduction de 38% des réactions émotionnelles face au stress, selon une étude de l'université de Yale. Marc Aurèle pratiquait une forme de méditation quotidienne à travers ses écrits. En se rappelant que tout événement est neutre tant que nous n'y projetons pas une valeur, il s'entraînait à ne pas être manipulé par l'extérieur. Imagine un instant que chaque attaque du narcissique soit comme un test. Il lance une provocation. Ton cerveau, habitué, veut réagir. Mais si tu respires, si tu observes, si tu refuses l'automatisme, tu reprends le contrôle. Le piège invisible cesse d'être invisible. Tu le vois, tu le comprends, et ce que tu vois clairement ne peut plus te posséder. Le narcissique ne te contrôle pas avec sa force, mais avec ton ignorance de ses mécanismes. Et maintenant que tu sais comment ton propre cerveau fonctionne, tu tiens une arme redoutable. Car la vérité, c'est qu'une fois dévoilé, le piège perd son pouvoir. Et c'est à partir de là que tu peux commencer à inverser le rapport de force. Avant qu'on passe à la suite, si ce qu'on vient de dire t'a touché ou parlé, fais-moi un petit signe, un like, un abonnement, ou partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse ça. Tu peux vraiment faire la différence, même discrètement. Merci, on continue. Les stoïciens vivaient dans un monde d'empereurs colériques, de maîtres impitoyables et d'esclaves enchaînés. Pourtant, leurs écrits traversent les siècles parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que l'autre fait, mais dans la manière dont tu choisis d'y répondre. Face au narcissique, cette sagesse devient une arme. Et pas une arme bruyante, pas une révolte. Une arme silencieuse, intérieure, qui coupe son pouvoir à la racine. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit ou pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Le narcissique vit précisément de ton oubli de cette vérité. Il veut que tu crois que ton esprit lui appartient. Que ton calme, ta joie, ta confiance dépendent de ses réactions, de son regard, de son silence. Mais la philosophie stoïcienne te rappelle que ton esprit est souverain. Et qu'à partir du moment où tu t'en souviens, sa tyrannie commence à s'effriter. La stratégie n'est pas de fuir. Parfois tu ne peux pas. Parfois le narcissique est dans ta famille, ton travail, ton cercle quotidien. La stratégie n'est pas non plus de crier plus fort que lui, parce qu'alors tu entres dans son jeu. Non, la stratégie stoïcienne est subtile, ignorer sans fuir, répondre sans nourrir, exister sans lui. Ignorer sans fuir, cela signifie que tu choisis de ne plus réagir émotionnellement. Tu entends ces provocations comme on entendrait le vent souffler. Elles existent,
mais elles ne t'atteignent pas. Une étude en psychologie cognitive a montré que les personnes capables de pratiquer la distanciation émotionnelle réduisaient de 50% l'impact du stress sur leur système nerveux. Les stoïciens l'avaient découvert bien avant les laboratoires. La paix intérieure est une discipline. Répondre sans nourrir, c'est l'art de la neutralité. Les psychologues appellent cela la communication assertive. Ni soumise, ni agressive. Simple, factuelle, sans émotions inutiles. Le narcissique te reproche quelque chose. Tu réponds calmement par un fait, sans justification, sans excès. Tu ne donnes pas la matière dont il se nourrit, ta colère, ta peur, ton besoin de convaincre. Sénèque le résumait ainsi. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'injuste. En refusant de refléter son chaos, tu deviens un miroir vide. Et c'est insupportable pour lui. Exister sans lui, enfin, c'est le cœur de cette stratégie. Cela signifie que tu reconstruis ton monde intérieur, que tu investis ton énergie ailleurs, tes passions, tes amis, ton corps, ton esprit. Jung disait que l'individu accompli n'est pas celui qui nie son ombre, mais celui qui l'intègre. En d'autres termes, plus tu remplis ta vie de ce qui nourrit ton âme, moins le narcissique a de place en toi. Freud avait remarqué que les personnalités narcissiques souffrent d'un vide intérieur. Ce vide, il tente de le combler en te siphonnant ton énergie. Mais si tu cesses de donner, si tu cesses de vivre à travers son regard, tu forces ce vide à se retourner contre lui. C'est un paradoxe, tu n'as pas besoin de le combattre, tu as juste besoin de cesser de le nourrir. Et c'est ce qui le conduit lentement à son autodestruction. Mais tu doutes encore, n'est-ce pas? Tu te dis que si tu arrêtes de réagir, il t'accusera d'être froid, indifférent, voire cruel. Oui, il le fera. Parce qu'il sentira que son emprise s'effrite. Mais rappelle-toi Épictète, celui qui veut être libre ne doit rien désirer, rien craindre de ce qui dépend d'autrui. Ton objectif n'est pas de convaincre le narcissique que tu as raison. Ton objectif est d'être libre de ses jeux. Et cette liberté se construit dans ton silence, ton calme, ton détachement. Imagine une scène. Il lance une pique. Tu ne bronches pas. Il attend ta justification. Elle ne vient pas. Alors il s'énerve, hausse le ton, cherche à te provoquer davantage. Mais toi, tu restes solide, comme une pierre grise. À ce moment précis, il se heurte à une réalité qu'il ne supporte pas. Il n'a plus de prise sur toi. Et dans ce combat silencieux, tu viens de remporter la plus grande victoire. Pas contre lui. Pour toi. La science moderne et la sagesse antique se rejoignent sur un point essentiel. Comprendre le narcissique, c'est comprendre que son pouvoir repose sur l'illusion. Et pour briser une illusion, il faut des preuves. Les chiffres, les expériences cliniques, les témoignages d'hommes et de femmes célèbres qui ont traversé ce type de relation viennent aujourd'hui confirmer ce que Sénèque ou Épictète enseignaient déjà il y a 2000 ans. Commençons par les faits. Des recherches menées par l'Université de Washington ont révélé que les personnes atteintes d'un trouble narcissique présentent une hypersensibilité au rejet social. Leur activité cérébrale, mesurée dans le cortex singulaire antérieur, s'embrase dès qu'ils perçoivent une critique, même légère. En d'autres termes, derrière le masque d'arrogance se cache une vulnérabilité extrême. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait dire lorsqu'il écrivait « L'homme qui fait du mal à autrui se fait plus de mal encore à lui-même ». Le narcissique, en attaquant, se détruit déjà intérieurement. Les chiffres sont frappants. Près de 50% des personnes présentant un trouble narcissique de la personnalité souffrent aussi de dépression sévère au cours de leur vie, selon une étude publiée dans The Journal of Clinical Psychiatry. Derrière la façade de grandeur, on retrouve donc un abîme de fragilité. Freud l'expliquait ainsi, l'ego narcissique est une construction fragile qui doit être sans cesse renforcée par l'extérieur. Et quand cette validation disparaît, tout s'écroule. Regarde autour de toi, tu verras que l'histoire confirme cette vérité. Des figures publiques adulées, des célébrités ou des dirigeants connus pour leur narcissisme se sont effondrés dès que l'opinion s'est détournée d'eux. L'admiration qui hier les portait est devenue le silence qui les a détruits. C'est ce qu'on appelle en psychologie, la blessure narcissique. Une fois infligée, elle agit comme une fissure qui s'élargit chaque fois qu'ils ne reçoivent pas l'attention qu'ils réclament. Jung, lui, parlait de l'ombre non intégrée. Pour lui, un individu qui refuse de voir ses propres failles finit par être consumé par elles. Le narcissique vit exactement ce destin. Il fuit ses blessures, mais elles le poursuivent. Il refuse de regarder sa propre douleur, mais elle s'exprime sous forme de rage, de manipulation, de contrôle. Et plus il tente d'étouffer cette ombre, plus elle l'étouffe. La psychologie moderne rejoint ici la sagesse stoïcienne. Épictète nous enseignait que ce qui nous atteint n'est jamais l'événement extérieur, mais l'idée que nous en avons. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce principe.
Les réactions émotionnelles sont largement modulées par la perception et non par la réalité brute. Quand tu comprends cela, tu comprends aussi pourquoi le narcissique n'a pas de véritable pouvoir sur toi. Son pouvoir repose uniquement sur ta perception. Et les cas réels sont nombreux. Le docteur Craig Malkin, psychologue clinicien et auteur de Rethinking Narcissisme, raconte comment certains de ses patients, une fois qu'ils ont cessé de réagir aux provocations narcissiques, ont vu le rapport de force s'inverser. Le narcissique, privé de sa nourriture émotionnelle, s'effondrait, devenant colérique ou dépressif. Et cela confirmait une chose, la dépendance était bien de son côté. Mais ce qui est fascinant, c'est de constater que les stoïciens avaient déjà compris ce mécanisme bien avant la science. Sénèque écrivait « Le malheur vient moins de ce que nous subissons que de ce que nous croyons subir ». Cette phrase pourrait être reprise aujourd'hui dans un manuel de psychologie cognitive. Car la thérapie moderne, notamment la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, utilise le même principe, changer notre perception pour réduire l'impact de la souffrance. Ainsi, les chiffres, les neurosciences et la clinique viennent donner raison aux philosophes. Le narcissique n'est pas invincible. Il est fragile. Et chaque fois que tu retires ton énergie, chaque fois que tu refuses d'entrer dans son théâtre, tu actives un processus que la psychologie et la philosophie confirment d'une seule voix. C'est lui, et non toi, qui s'écroule. Imagine une pièce de théâtre où l'acteur principal n'a plus de spectateurs. Le rideau reste ouvert, la scène est éclairée, mais la salle est vide. Voilà ce que vit le narcissique quand tu retires ton attention. Et c'est là que son processus d'autodestruction commence. Carl Jung l'avait prédit. Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Le narcissique refuse de voir son vide intérieur, mais privé de ton énergie, il est forcé de l'affronter. Et ce face-à-face est insupportable pour lui. Les chiffres le confirment. Une étude parue dans Personality Disorder, Theory, Research and Treatment révèle que les personnes atteintes de narcissisme pathologique connaissent un taux de rupture relationnelle 2 fois plus élevé que la moyenne. Pourquoi? Parce qu'à mesure que leur contrôle échoue, leurs comportements deviennent plus destructeurs, et leur entourage finit par les abandonner. Ce rejet répété agit comme un miroir brisé. Chaque éclat reflète leur incapacité à maintenir l'illusion de grandeur. Freud expliquait que l'ego fragile du narcissique vit dans une lutte constante contre la honte. Tant qu'il a un public, il masque cette honte par l'arrogance, la domination, la manipulation. Mais sans public, la honte ressurgit, brutale, intenable. C'est alors qu'apparaissent les crises de colère, les phases de dépression, parfois même les comportements autodestructeurs. Le narcissique se détruit, non parce que tu l'attaques, mais parce que son monde intérieur s'effondre quand personne ne le maintient. Jung, encore une fois, avait les mots justes. Il disait que celui qui refuse d'intégrer son ombre finit par être dévoré par elle. Et c'est exactement ce qui se produit. Le narcissique, incapable de regarder sa propre souffrance, se met à projeter toujours plus violemment son chaos sur les autres. Mais plus il projette, moins il trouve de réponses. Et plus il s'isole, plus son vide grandit. Ce cercle vicieux est sa prison. Les stoïciens observaient ce mécanisme dans la vie politique de leur temps. Marc Aurèle écrivait « Le mal fait par l'homme lui retombe sur lui-même ». Quand le narcissique attaque, manipule, humilie, il crée une réalité qui finit par l'enfermer. À force d'utiliser les autres, il perd leur confiance. À force de chercher le contrôle, il perd toute authenticité. À force de s'imposer comme centre du monde, il finit seul. La psychologie moderne confirme ce destin. Des chercheurs de l'université de Munich ont suivi sur 10 ans des profils narcissiques dans leur carrière. Résultat, la plupart connaissent une ascension fulgurante au départ, grâce à leur charisme et leur confiance affichée, mais après quelques années, près de 60% voient leur carrière stagner ou s'effondrer, car leur relation se détériore. Autrement dit, leur succès initial porte en lui-même la graine de leur chute. Et c'est là que toi, tu reprends ton pouvoir. Car tu comprends enfin que tu n'as pas à mener une guerre contre lui. Tu n'as pas à l'exposer, à le combattre, à le convaincre. Tu as juste à te retirer de son jeu. Son autodestruction est inévitable parce qu'elle est inscrite dans son mécanisme. Marc Aurèle te le dirait, la meilleure victoire est de ne pas être entraîné dans la chute de l'autre. Alors visualise cette scène. Tu te détaches, tu reconstruis ton monde, tu retrouves ton calme. Lui, il continue de chercher, de provoquer, d'exiger. Mais ses coups tombent dans le vide. Ses paroles n'ont plus d'écho. Son masque se fissure. Sa colère monte, mais personne ne la valide. Son sourire charmeur se brise, mais personne ne l'applaudit. Et peu à peu, il se retrouve seul, confronté à l'ombre qu'il refusait de voir. Voilà la vérité que Jung, Freud, Sénèque et Marc Aurèle auraient tous confirmé. Le narcissique se détruit toujours de l'intérieur, et ta force n'est pas de le combattre,
mais de t'élever au-dessus de son chaos. Tu ne gagnes pas en l'écrasant. Tu gagnes en vivant libre, invulnérable à ses jeux. Et c'est dans cette liberté que sa chute devient inévitable. Maintenant que nous en sommes à la fin, qu'as-tu pensé de cette vidéo? As-tu besoin d'une vidéo sur un thème précis? Tu peux me le dire en commentaire, et si le cœur en est, tu peux aussi rejoindre nos membres pour des vidéos exclusives, qui t'aideront encore plus à sortir de ta situation et à mieux comprendre. Merci à vous.